Alors oui, je pense. Par contre, en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, effectivement, la route peut être plus ou moins longue. Et dans tous les cas, y compris dans les grandes entreprises, ce qu'on observe souvent, c'est la difficulté pour les équipes de se projeter dans une application concrète, en tout cas finalement par quel bout je dois prendre le Zero Trust si je veux le déployer dans mon organisation. Enfin nous ce qu'on pense, ça doit être un peu la stratégie des petits pas, c'est-à-dire mon objectif in fine c'est effectivement d'être conforme à cette stratégie de Zero Trust. Enfin on reboucle un petit peu avec l'analyse de risque où on va identifier aussi les actifs essentiels. On est pour utiliser l'expression à la ramasse en termes de cybersécurité, on va commencer par ce qui est le plus critique ou ce qui est le plus exposé. Et puis aller, comme tu dis, petit à petit, en se disant voilà, j'ai sécurisé cette boucle-là, maintenant je fais ce morceau-là, ce service-là, etc. Là, c'est une approche pragmatique qui permettra d'arriver au bout du projet. Se connaître déjà, la cartographie de son SI, déjà, connaître ses actifs essentiels, ses utilisateurs, avoir cette liste qui soit à jour aussi, parce que c'est pas le tout d'avoir des annuaires avec des utilisateurs, mais si on vérifie jamais que les accès sont bien les bons, et que c'est pas Madame Michu qui était secrétaire, qui est devenue informaticienne et qui a conservé ses droits de secrétaire pendant, là c'est un problème. Donc il y a tout ce travail-là en amont à réaliser, c'est-à-dire de fiabilisation du SI, et une fois qu'on a réussi à faire ça, là on peut se lancer après dans des démarches pour améliorer encore plus la sécurité. Effectivement, il y a aussi un enjeu autour de la multiplication des applications. De plus en plus d'organisations déploient du SSO, du Single Sign-On. On pourrait résumer par une connexion en un seul point qui permet, une fois que j'ai vérifié que la personne qui s'est connectée est bien celle qu'elle prétend être, qui permet de diffuser l'autorisation aux autres applications. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu, là aussi on le voit, de simplicité d'usage pour les utilisateurs au quotidien. Il y a aussi un enjeu d'harmonisation, parce que ce qu'on observe souvent chez nos clients, c'est que cette multiplication des applications, elle peut aussi s'accompagner d'une pluralité de méthodes d'authentification. Et donc ça aussi, c'est quand même problématique dans les usages au quotidien. Donc effectivement, la première chose, c'est de cartographier ces assets, de bien connaître ces différentes applications. Bon, il y a évidemment toute la partie revue des droits qui est vraiment très importante. Et puis ensuite, l'enjeu, effectivement, c'est de travailler de façon itérative. Voilà, par quoi je vais commencer. Est-ce que je commence en déployant du SSO ? Est-ce que je commence par une revue. Il faut vraiment fonctionner par itération avec cette logique à chaque fois de créer de la valeur. Et on a quand même une chance quand on sécurise et qu'on simplifie la gestion des accès, qui est qu'on peut assez facilement tirer de la valeur pour les utilisateurs et donc potentiellement pour un COMEX. C'est-à-dire qu'on peut très facilement démontrer qu'un salarié qui a mis 1 minute pour se connecter plutôt que 5, ou qui n'a pas été obligé de taper 15 mots de passe dans la journée de façon répétitive, et qui en plus n'a pas contacté le support, tout ça mis bout à bout sont des économies, c'est une réalité sur la productivité des salariés et sur par exemple un service support qui va pouvoir apporter un support un peu plus intéressant que simplement faire du reset de mots de passe. Oui, clairement, en fait, on l'a évoqué aussi en début, mais l'expérience utilisateur est importante, et si on veut faire du changement, qu'on arrive à démontrer que par ce changement, on va améliorer l'usage au quotidien du système d'information, tout le monde est gagnant. Et l'ensemble de l'entreprise tire les profits de ces avantages. Donc peut-être un conseil aussi pour les acteurs du changement, donc des RSSI ou des CISO qui voudraient effectivement porter ce sujet dans leur organisation. Quels sont les gains que je vais voir générer à partir du déploiement de l'authentification multifacteur ou de l'authentification sans mot de passe? La première des choses, c'est déjà d'avoir intégré dans chacune de nos solutions la cybersécurité, en fait, d'en avoir fait un atout. Donc ça veut dire que par défaut,
nos outils sont à l'état de l'art, vont essayer de respecter les standards de sécurité et par ce biais-là, protéger l'information qui est derrière. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit que le régulateur impose de plus en plus de normes qui soit peuvent être générales et s'appliquer à l'ensemble des acteurs économiques, soit peuvent être sectorielles. La réglementation qu'on connaît toutes et tous, évidemment, c'est le RGPD qui s'applique depuis un certain nombre d'années, qui déjà pose un certain nombre de règles en matière de protection des données. Aujourd'hui, on a la directive NIS2 qui arrive et qui va là aussi imposer un certain nombre de règles, de process et du coup impliquer aussi la mise en place d'outils pour renforcer la posture de cybersécurité pour un certain nombre d'organisations. Donc comme tu évoquais RGPD et NIS2, les deux se complètent en fait. RGPD était là pour, et est toujours là d'ailleurs, pour protéger les données personnelles, alors que NIS2 va bien plus largement dire protéger les données ou le système d'information et imposer des mesures de sécurité. Une façon de garantir cette conformité à NIS2, c'est de s'appuyer par exemple sur des services qui sont qualifiés SecNumCloud, tels que Wallet Donjon, où là on va retrouver des mécanismes de chiffrement de bout en bout, on va garantir des accès légitimes, on va appliquer des principes de privilèges et de besoin d'en connaître en fait pour donner des accès à des morceaux du système d'information. Bref, tout un ensemble de mesures qui sont couvertes par SecNumCloud et qui vont de fait garantir une compatibilité avec les exigences de NIS2. C'est pour ça que la collaboration entre Waller et OpenSesame, qui a développé une solution qui s'appelle aujourd'hui Haute-Sésame, a été assez naturelle en fait. Ce qui compte pour ces acteurs qui vont s'équiper de solutions SecNumCloud, c'est de s'assurer que cette connexion légitime est contrôlée de manière continue, qu'elle offre un certain nombre de gages de sécurité. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que pour certains secteurs qui doivent renforcer leurs exigences en matière de cybersécurité, ça devient évidemment un impératif. Alors je pense en particulier au secteur de la défense et de la sécurité, où aujourd'hui les sous-traitants de la défense doivent franchir un cap supplémentaire en adoptant ces solutions-là. Je pense au secteur des banques et des assurances. Donc la directive DORA, là aussi, impose un certain nombre de bonnes pratiques et de choix de solutions qui renforcent là aussi la sécurité. Et donc finalement, cette collaboration entre Waller et OpenSesame, elle a pour objectif de garantir à ses clients une continuité d'activité. Et puis finalement, ça va même au-delà de ces clients pour qui c'est obligatoire. L'ergonomie et le fonctionnement de nos solutions font que c'est accessible en fait à n'importe qui souhaite renforcer sa sécurité. Pas seulement ceux pour qui c'est obligatoire, mais également pour ceux qui ont envie de se dire on a envie de muscler notre cybersécurité, on va mettre en place ces outils-là. Alors clairement aujourd'hui, l'IA est utilisée par les attaquants de façon massive. Je pense que c'est évidemment crucial aujourd'hui que les entreprises s'approprient cette technologie et qu'elles en aient une bonne compréhension, et y compris lorsqu'elles choisissent des outils qui l'intègrent. Le sujet, contexte géopolitique actuel, c'est finalement quelle est notre vision sur à qui appartient la donnée. Et ça, c'est quand même un gros sujet, puisqu'on voit bien que nous, en Europe, en fait, on considère que la donnée appartient à l'utilisateur. Et donc là, on parle beaucoup dans cette discussion de comment je vais protéger aussi les identités de mes utilisateurs, le patrimoine informationnel de mon entreprise, etc. C'est quand même très centré sur cette protection-là. De l'autre côté de l'Atlantique, on considère que la donnée, une fois qu'elle a transité, elle a plutôt une valeur commerciale, une valeur marchande. Et puis, on se tourne plutôt côté du monde. La donnée, elle sert plutôt à contrôler. Eh bien, en France, on considère qu'une IA doit être explicable. Et donc, lorsque je combine des signaux, des éléments pour vérifier que la personne qui se connecte de façon continue, ou alors lorsque je vais utiliser une IA générative
pour aller chercher des informations, mon attente, c'est d'avoir des éléments d'explication, donc des sources, mais aussi du scoring, enfin d'être en mesure d'expliquer le résultat que j'obtiens. Il y a autour de ça un enjeu autour de la confiance qu'on place dans les outils numériques. Et donc c'est ça pour moi le sujet de 2025. C'est comment on absorbe en fait ces nouvelles technologies tout en préservant des outils de confiance. Oui, pour compléter, alors moi je reviendrai sur un petit côté un peu plus basique, mais pour que les dirigeants prennent en considération que la cybersécurité est essentielle, il faut qu'ils se posent les bonnes questions. C'est-à-dire que combien ça coûte si mon entreprise ne fonctionne pas? Je ne peux pas livrer mes produits, que je ne peux pas gérer mes fournisseurs, mais aussi que je paye mes employés à regarder les murs, parce que pendant que mon système d'information il est par terre, je dois continuer à verser des salaires, et plus ça va durer dans le temps, plus ça va être coûteux. Et une fois qu'on a fait cette réflexion-là, on va se rendre compte que mettre en œuvre des solutions de cybersécurité, finalement, c'est pas si coûteux, et que ça restera toujours moins cher que de réparer a posteriori les dégâts d'une cyberattaque.